NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutin-Spark, artiste et consultant NFT. Oui, nous sommes aujourd'hui chez Silver Square à Bruxelles, qui est un magnifique coworking, et on a le plaisir d'accueillir deux invités. Aujourd'hui, on a Christophe de Beukelaar, qui est député au Parlement de Bruxelles, et c'est le premier homme politique européen à avoir converti son salaire en Bitcoin, et il va faire ça pendant 1 an. Alors il va nous expliquer comment on fait, comment on vit en Bitcoin, comment on peut convertir, et il va nous expliquer tout ça. Et puis on a un deuxième invité qui est Raoul Ullens, qui est associé chez Noya Capital, et c'est un fonds d'investissement Web3. Alors on a déjà reçu Raoul dans un épisode précédent chez NFT Business, mais on les reçoit tous les deux parce que Christophe et Raoul ont fondé ensemble la Bruxelles Blockchain Conference, dont l'objectif est de mettre en lumière le potentiel de la blockchain en Belgique et en Europe, et vous allez nous expliquer tout ça tous les deux. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Christophe, bonjour. Alors Christophe, tu as fait la une de pas mal de presse ces dernières semaines concernant cette décision, qui était quand même un signal assez important. J'imagine que c'est la partie visible de l'iceberg, mais d'abord on aimerait que tu te présentes et puis que tu nous parles de cette décision, que tu l'expliques à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi l'actualité, et puis on enchaînera sur le reste. Bien, merci en tout cas pour votre invitation. Donc je m'appelle Christophe, j'ai 34 ans et je suis en effet député au Parlement bruxellois pour un parti qui s'appelle Les Engagés, et les thématiques qui me préoccupent principalement, c'est le climat et l'énergie, c'est mes thématiques de base, la mobilité. Je m'occupe beaucoup de chiffres et de budget parce que j'ai une formation d'ingénieur de gestion, je viens du privé à la base, donc c'est plutôt ce côté chiffré qui m'intéresse et que je trouve intéressant pour objectiver les choses. Et puis je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est financier, le monde financier, l'accessibilité financière, et c'est comme ça que petit à petit je me suis intéressé à la crypto et à Bitcoin en particulier. Et donc voilà, c'est ça les sujets qui me tiennent à cœur et pour lesquels j'ai envie de m'engager. Je suis maintenant député à 100%. J'avais une petite entreprise avant que j'ai revendue il y a quelques mois pour me consacrer pleinement aux grands enjeux de société. Les défis sont majeurs, on est dans un monde en pleine mutation, et donc j'ai envie de m'y consacrer à 100%. C'est magnifique. Je disais donc en introduction que nos invités sont des bâtisseurs. C'est tout à fait ce que tu viens de nous expliquer. Merci en tout cas de t'engager pour nous. Peux-tu nous parler de cette décision qui est pas anodine quand même, qui a fait couler beaucoup d'encre, où tu as quand même eu pas mal de retours de boomerang parce que les gens, ça leur fait peur, ils comprennent pas. Et donc, ce serait quand même chouette d'abord que tu expliques ta décision et comment tu es arrivé à ça. Mais peut-être replacer ça dans un contexte plus global. Moi, si je m'intéresse à la crypto et à Bitcoin, c'est pas pour faire de la com, ou c'est parce qu'il y a un combat politique derrière. Un combat politique qui me paraît essentiel, et j'ai commencé à me rendre compte il y a quelques temps, aidé par des conseillers, par les gens que je rencontrais, qu'en fait on vit dans un monde financier qui est extrêmement inéquitable. Et on le voit à plein d'égards. D'abord au niveau mondial, 2 milliards de personnes débancarisées, donc qui n'ont pas accès à la finance pour prospérer. Une inflation dont une grande ignorance financière aussi. Par exemple, l'inflation, personne ne sait ce que c'est. Le petit épargnant ne se rend pas compte. Il a subi sans comprendre. Il a subi sans comprendre, exactement. Aujourd'hui, on a une inflation qui a culminé à 8,31. C'était hier, 8% 31. Avec une inflation de 7%, vous perdez la moitié de votre capital en 10 ans. Bien sûr. C'est énorme. On a des produits financiers qu'on a même commencé à appeler des junk bonds, donc des produits pourris, on le dit même dans le titre, dans le nom, tellement plus personne n'arrive même à expliquer exactement ce qu'il y a derrière. Et on voit en fait en réalité une déconnexion complète entre le milieu financier
qui, ces 5 dernières années, par exemple, la bourse a pris 40% en Europe. Or, les revenus sont restés stables. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épargnant, celui qui travaille pour gagner son argent et qui épargne, par rapport à celui qui peut investir son argent sur les marchés financiers, eh bien, il est vu. Et donc concrètement, c'est que ce système financier sert un tout petit nombre de personnes et laisse un grand nombre de personnes de côté. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que sans doute je faisais partie des privilégiés qui profitaient et qui est né dans une famille, dans un milieu, qui avait cette connaissance, qui profitait de ce milieu financier. Mais donc face à ça, il y a 2 choses à faire, ou bien par rapport à cette inéquité, quand on se rend compte que ce marché financier est inéquitable, alors ou bien on fait la guerre à l'argent. Ça c'est la gauche, elle vous dira il faut que l'argent soit détruit, l'argent c'est mal, il faut limiter l'argent. Et à côté de ça, il y a la droite, elle dit oui en fait tout le monde n'a qu'à participer au marché financier, quelque part c'est le mérite, et donc en fait en partie par inconscience et en partie par confort de ses propres acquis, n'a pas envie d'adresser ce problème. Et parfois par déconnexion du terrain. Tout à fait. Par manque de réalité du terrain. Je dis pour moi c'est inconscience. Ils ne sont pas conscients du problème. Et donc face à ça, moi je suis un humaniste et donc je me suis dit comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les choses? Parce qu'on sait que ce système financier a amené énormément de prospérité et donc comment est-ce qu'on peut essayer quand même de simplement améliorer le système? Oui, en fait tu repenses le principe, comme tu parlais de la gauche, le principe c'est la redistribution des richesses, pour faire simple. Mais toi tu dis au lieu de repenser, enfin il faut repenser cette redistribution en donnant l'accès à tous les citoyens à des moyens financiers supplémentaires, à des moyens d'investissement. Et donc c'est intéressant que tu parles de ça parce que, alors rappelons que tu as décidé de convertir ton salaire de député en bitcoin pendant 1 an et je comprends bien, donc l'intérêt c'est d'envoyer un signal très fort pour dire le bitcoin est un instrument de reprise du pouvoir financier pour accessible à tout le monde. Oui, alors donc, face à ce marché financier inéquitable, il y a plusieurs choses à faire. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, il va falloir travailler à l'ignorance financière. Ça, c'est un grand problème. C'est que beaucoup de gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est l'inflation, ne savent pas ce que c'est une action, une obligation, etc. Donc l'éducation. L'éducation financière, très important. La fiscalité. En Belgique notamment, s'il y a des Belges qui nous écoutent, moi je suis un député belge, mais je pense que c'est dans beaucoup de pays, le travail est beaucoup trop taxé par rapport aux revenus du capital. On doit mieux et plus taxer les revenus du patrimoine et du capital pour pouvoir baisser les charges sur le travail, pour qu'il y ait une plus grande justice fiscale et que quand on investit son argent dans les marchés financiers, ce ne soit pas jackpot par rapport à quelqu'un qui va travailler. Il faut qu'il y ait une plus grande égalité. La chance à tous. Et puis la troisième chose, et c'est là qu'on touche à Bitcoin, il faut aussi s'attaquer aux racines de ce marché financier, de ce système financier qui est bourré d'intermédiaires, qui est peu accessible, peu transparent, et où je pense qu'en effet Bitcoin et les cryptos, et là on peut rentrer dans le débat technique des différentes cryptos, est-ce que ça veut dire et pourquoi l'un et pas l'autre, ça je laisse, moi je rentre pas dans ce débat. Moi j'ai pris Bitcoin pour illustrer quelque chose et pour poser un acte politique, mais je pense que en effet Bitcoin et les cryptos c'est la promesse d'un monde financier plus sain, plus accessible, plus transparent, qui ne va pas venir remplacer le système financier traditionnel, mais qui va venir en complément, comme un pouvoir et un contre-pouvoir est nécessaire en politique, parce que sinon on a des dictateurs fous, eh bien il faut aussi un pouvoir et un contre-pouvoir monétaire, et donc je pense qu'on va avoir un pouvoir monétaire centralisé qui va continuer à fonctionner, mais à côté de ça, la naissance d'un pouvoir décentralisé, monétaire, autour de la crypto. Oui, c'est d'ailleurs l'esprit même des fondateurs de Bitcoin, le fameux Satoshi Nakamoto, dont tout le monde connaît un peu son nom maintenant, qui a fondé Bitcoin. Il voulait un système monétaire décentralisé où il n'y ait aucun intermédiaire, aucune banque centrale, aucun État qui ne puisse ni émettre cette monnaie digitale, ni même la contrôler, ni même la surveiller. En fait, alors après maintenant on va parler de la surveillance plus tard, mais il voulait surtout une méthode de fonctionnement plus équitable, et mieux répartie. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur la justice sociale dont tu parlais. Pour moi, je retiens 2 choses de ce que tu dis. Justice sociale, justice, je dirais équité face à la finance, équité face à l'investissement. Et transparence. Et transparence. Et puis voilà, le deuxième point, j'ai oublié. Mais... je vais couper la parole. Mais si j'ai décidé de percevoir mon salaire en Bitcoin, et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit, c'est évidemment pas un acte financier. C'est pas pour dire à tout le monde faites la même chose. On n'est pas. C'est une prise de position. Vos éditeurs chez NFT Business sont pas débiles. Bon. Donc ils savent qu'il faut pas faire ça de manière
manière non réfléchie. Moi, je l'ai fait comme acte politique. C'est pour dire maintenant, il est grand temps européen, belge, mais européen, qu'on se réveille parce que le monde entier est en train d'avancer sur la question des cryptos. Aux États-Unis, un cadre régulatoire favorable est en train de naître. Les Chinois, ils ont bien compris, ils utilisent cette technologie avec leur vision, en fait, en la dévoyant complètement et en faisant quelque chose de très centralisé, mais entre-temps, ils sont en train de la propager partout. Et nous, Européens, on est en train de rater ce train de la blockchain et du Bitcoin. Et en fait, peut-être juste terminer là-dessus, parce que ce n'est pas... En fait, j'ai commencé à m'y intéresser par l'angle financier. Mais quand on s'approche très fort de ça, de Bitcoin et de la crypto, on se rend compte qu'en fait, c'est l'avenir digital de nos sociétés qui est en jeu. On ne parle pas que d'argent, on ne parle pas que d'art quand on parle d'NFT, on parle en fait de la naissance du web 3.0, on le dit, le web 3. Derrière lequel il y a des valeurs. Derrière lequel il y a des valeurs de réappropriation des choses. Hein, le web 1, c'était quoi ? C'était read, hein, donc on pouvait lire. Le web 2, c'était read and write, donc on pouvait lire, mais aussi produire son propre contenu, mais son propre contenu ne nous appartenait plus une fois qu'on l'avait créé sur le web. Et le web 3, c'est read, write and own. Ça veut dire que non seulement on va pouvoir lire, on va pouvoir produire du contenu, mais on va pouvoir rester propriétaire de son contenu. Ça va changer fondamentalement le digital demain. Et donc tout ce qu'on fait aujourd'hui autour des cryptos, autour des NFT, autour de tout ça, en fait, c'est les prémices d'un tout nouveau web qui est en train de naître. Et si on rate le train, ça va être comme avec les GAFAM aujourd'hui, où on se plaint qu'en fait ce sont des grands groupes qui décident à notre place. Eh bien, ce seront d'autres puissances qui vont décider à notre place si en Europe on n'a pas une stratégie claire et ambitieuse sur le Web 3. Oui, c'est ça. Si le Web 3 marche, si le pari est gagnant, effectivement, c'est d'un pari d'un web décentralisé, d'un internet décentralisé. Alors il y aura plus de GAFAM, en tout cas il y en aura moins qui contrôleront l'internet. Ils vont être obligés de s'adapter. Oui. Et les données, les fichiers informatiques nous appartiendront. C'est le principe des NFT, de la propriété digitale. Mais revenons sur la crypto-monnaie, parce que c'est intéressant, parce que nous on a évidemment d'autres cryptos, on n'a pas que du Bitcoin. D'abord merci de dire aussi que tout ça n'est pas un conseil en investissement, parce que donc, c'est en fait surtout ne faites pas comme Christophe, mais Christophe l'a fait en pleine conscience. Christophe le fait parce que il a un message à délivrer très fort, donc c'est pas le cas de nous tous citoyens. En revanche, tu as investi en Bitcoin alors que tu aurais pu acheter d'autres crypto-monnaies, mais elle est emblématique celle-là. C'est évidemment c'est la première des crypto-monnaies, et c'est même la plus importante aujourd'hui. C'est celle qui pousse, qui est la locomotive de tout ce système. Mais comment on fait alors concrètement? Donc ton salaire est perçu en euros aussi, parce que la question aussi qu'on s'est posée, c'est est-ce que tu as demandé au Parlement de t'envoyer des bitcoins? Mais non, évidemment, le Parlement envoie que des euros. Donc toi, après, tu passes sur un exchange et tu transformes ça en bitcoin. Alors en plus, c'est un bon investissement, parce qu'a priori, alors, cette année, tout le monde pense qu'il va un peu monter encore. Mais mais en fait, c'est ça, c'est que en effet, le Parlement, ils peuvent pas me payer en bitcoin, donc ils me payent en euros. Mais je fais un ordre permanent vers une plateforme d'échange belge, Bit4You. J'ai décidé ça parce que je pense que c'est important de mettre en valeur l'écosystème belge. Et donc, on a reçu Marc Toledo, d'ailleurs, le fondateur de Bit4You. Oui, Marc, évidemment, je l'avais prévenu, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois pour calibrer ça. Et donc, ensuite, mon salaire est converti en bitcoin. Je le fais pendant 1 an, tous les mois. Donc, quelque part, je lisse mon risque aussi, déjà, tu vois, pour que les gens aient un peu de notion financière. Quand on verse chaque mois, on lisse son risque, puisque le cours, il bouge. Mais donc, si on le lisse à travers l'année, ça s'appelle d'ailleurs le dollar cost average, DCA. C'est la façon astucieuse d'acheter un peu chaque mois pour lisser son prix d'achat. Exact. Et voilà. Et puis, on verra dans 1 an où ça en sera. On verra aussi quel gain j'aurai fait avec ça et ce que je vais pouvoir faire de ce gain. J'ai envie peut-être sûrement d'investir une partie dans un but sociétal aussi, peut-être pour soutenir l'écosystème, je ne sais pas encore, je vais voir, mais en tout cas le but c'était de réveiller les consciences, et je pense que c'est réussi, dans le sens où si je regarde un peu, il y a un
journaliste qui m'a dit que les 2 grands partis belges l'avaient contacté en disant bon, De Beukelaar a investi son salaire en crypto, on sait que le gars il est plutôt raisonnable, en général c'est pas un fou, c'est qu'il y a maintenant vraiment quelque chose derrière, on en entend trop parler, et donc eux ils ont chaque fois engagé quelqu'un à plein temps maintenant pour s'intéresser à la crypto, à la blockchain. Donc je pense modestement que c'est un acte politique qui n'aura pas été vain, parce que ça fait quand même bouger les lignes, en tout cas au niveau politique. Oui, en plus, et puis il y a eu du bad buzz, hein. Tu as dû subir évidemment des critiques très négatives sur ça, on a vu sur LinkedIn, on a vu sur tes réseaux sociaux, il y a des gens qui étaient très mécontents en se disant enfin Bitcoin, alors la planète, le terrorisme, le financement de la mafia, etc. Tout ce qu'on entend, les poncifs. C'est le sort de ceux qui, comme je te l'ai écrit sur les réseaux, de ceux qui éclairent le chemin. Ils ne prennent pas que le soleil, ils prennent aussi les coups de vent. Je dois dire que Claudia m'est venue en aide à un moment donné sur les réseaux sociaux, je pense que c'est sur LinkedIn. Parce que c'est vrai que quand j'ai annoncé ça, mais je le savais évidemment, bien sûr. Ça va comme attendre. C'est pour ça que je le fais. D'ailleurs, s'il n'y avait pas cette marée contraire, ça n'aurait pas été nécessaire que je le fasse. Donc voilà. Mais Claudia est venue commenter sous des posts qui devenaient parfois un peu hargneux. Elle est venue soutenir et montrer. D'ailleurs, tu as raison, ça entretient. Alors la polémique finalement fait réfléchir aussi. Elle participe du débat et il faut qu'il y ait un débat. Si tout le monde était BA d'admiration. C'est la politique, c'est justement le débat qui fait bouger les lignes et qui accélère les prises de décision. S'il n'y a pas de débat, c'est que ça n'intéresse personne. Moi, je veux être un entrepreneur en politique. La politique, ça devient parfois mortellement chiant, désolé du mot. Vas-y. Mais parce que on n'a plus de cran, on n'ose plus, il faut remettre un peu de dynamisme là-dedans. Et oui, alors ça bouscule, ça en choque certains, mais au moins, en effet, ça met un sujet à l'agenda politique et les gens en parlent. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer des causes. Ouais, toi, t'es un cypherpunk. Hein. Mais tu sais, on a fait un tableau sur les générations, et toi, tu es génération Y, et en fait, une particularité de cette génération, c'est qu'elle crée ses règles. Elle veut créer ses propres règles. Et quand on t'entend, c'est vraiment ça. Et en plus, en tant que politique, tu te bats pour créer de nouvelles règles et de nouvelles bases pour construire la société. Et merci, en tout cas, c'est chouette de se débattre comme ça pour nous. C'est très gai. En tout cas, c'est un boulot passionnant. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que la politique, c'est des gens qui se chamaillent entre eux dans une grande enceinte. Mais je peux vous dire qu'il y a moyen de faire bouger les lignes, et j'ai aussi envie, moi, de dire à vos auditeurs, intéressez-vous à la politique. On ne peut plus laisser la politique dans un coin, dans l'entre-soi. Donc il faut que les politiques fassent l'effort d'aller vers le terrain, comprendre des problématiques et les défis de demain. Il faut aussi que le citoyen fasse un pas vers la politique et nous ouvre leurs portes en se disant oui, il n'y a pas que des pourris en politique comme on entend trop souvent. Oui, et puis c'est pas forcément un métier à vie, quoi. C'est-à-dire que toi tu viens de l'entreprise, tu as fondé ton entreprise, donc tu es un entrepreneur, donc c'est bien, il faut qu'il y ait effectivement, ça amène du sang frais. Mais pourquoi est-ce que je m'intéresse à tout ça? C'est parce que au départ j'ai un pied bien ancré dans le monde des entreprises, des entrepreneurs, et que j'ai senti là un mouvement qui était en train de naître et que j'ai commencé à m'y intéresser. Si j'étais dans ma bulle en permanence, déconnecté de la réalité et du terrain, eh bien j'aurais pas vu venir cette grande tendance. Comment tu expliques que les députés, enfin que les hommes politiques un peu partout, les hommes et femmes politiques bien sûr, mais soient aussi déconnectés du terrain? C'est parce qu'on les enferme eux-mêmes? C'est un métier qui vous enferme dans une bulle finalement? Ouais, je pense qu'il est très très... Alors de nouveau, je pense qu'on peut pas généraliser, mais voilà, je pense que comme dans tout métier, il y a des gens qui sont là pour le pouvoir, il y a des gens qui sont là pour leur ego et pas pour faire avancer le bien commun. Revenons sur l'écosystème belge. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a beaucoup d'émulsions, beaucoup de création d'entreprises? Est-ce qu'il y a un vrai vivier? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on a une grande richesse en Belgique sur la blockchain. Par rapport à l'enterprise blockchain déjà, on a pas mal d'entreprises qui sont très actives. Et puis sur le monde de la crypto, des NFT, ça bouge bien. Et c'est vrai que moi j'essaye de m'y connecter un maximum. Maintenant, je rencontre au moins une entreprise toutes les semaines. Je vais vraiment la visiter pour sentir et comprendre les enjeux. Je pense que ce lien avec l'écosystème est très important, et donc l'écosystème il est bouillonnant. Ouais. Ah, tu visites donc régulièrement une entreprise belge dans le domaine soit blockchain ou crypto ou NFT. Voilà. Et tu sens une effervescence, il y en a qui se créent tout le temps. Ah oui, ça bouge bien. La semaine passée j'étais chez Settlement, c'est un peu le doux de la blockchain. Cette semaine je suis allé on a le Fuji
Fujitsu a un Blockchain Innovation Center à Bruxelles qui a été cité dans le Forbes 50 comme un des centres blockchain les plus prometteurs au monde. Donc il y a des belles choses qui se passent à Bruxelles, tant chez les tout petits que chez les plus grosses structures. Et donc les lignes sont en train de bouger. Ouais, magnifique. Bah donc justement, alors parlons, Raoul, tu es là, et comme on parle de l'écosystème en Belgique, on aimerait t'entendre sur la Brussels Blockchain Conference qui organise donc effectivement et des conférences et aussi des tables rondes, et aussi vous réunissez des entrepreneurs, enfin vous faites bouger les lignes. Tu peux nous dire, là je pense qu'il y a eu de l'actualité, il y a eu aussi le député Pierre Persson qui est très actif en France, qui est venu vous parler à Bruxelles récemment, je crois que c'était il y a 15 jours. Exactement. Oui. Ça s'est bien passé. Oui, donc on a eu 3 conférences jusqu'à présent. Ouais. La dernière était plus sur la politique monétaire, donc un sujet très actuel que Christophe vient de mentionner. Et là, on a eu Pierre Persson, donc le député français, et Yorick de Montbine, et puis on avait Bruno Coleman aussi et Ramon Junquera. Et c'était une conversation justement très vivante, parce qu'on avait d'un côté plus Bruno Coleman qui vient du monde financier plus traditionnel, et puis on avait le nouveau monde qui était de l'autre côté. Donc ça a fait un très beau débat. Et puis au niveau de l'actualité du projet, en effet, on continue à pousser pour devenir ce pont, pour être un des ponts comme NFT Business entre la société et le monde du Web3. Et donc on lance la Brussels Blockchain Week en juin, du 20 au 25 juin. Et donc on reste vraiment sur les 3 piliers qu'on avait à la base, qui sont rassembler les entrepreneurs Web3, qui sont... Attends, parce que là, il y a de l'info, il y a de l'actu pour ça, c'est pour le mois de juin, donc c'est un événement. Ouais. Bon, on va y revenir. Attends, peut-être sur déjà la conférence. Donc il y a les ambitions. Les ambitions de la Bruxelles conférence, déjà, c'est de rassembler. C'est de rassembler, mais rassembler et éduquer. Donc vraiment rassembler les entrepreneurs Web3, promouvoir le Web3 au sein de la société, donc éduquer, offrir cette porte d'entrée aux gens qui n'y comprennent pas encore grand chose, mais qui sont curieux. Et puis dernièrement, un sujet très actuel aussi, c'est la régulation. Ouais. Donc on est quand même à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, et donc on essaye de rassembler aussi tout ce qui est les institutions européennes, pour qu'elles aient une porte d'entrée dans cet écosystème, et qu'elles puissent venir comprendre ce qu'on fait ici et quelle est notre mission. Ils viennent. En fait, je pense que c'est la force de notre duo avec Raoul, c'est que Raoul, vous le connaissez, il est déjà venu dans votre podcast. Il connaît très bien tout l'écosystème belge, tout le milieu entrepreneurial belge sur la blockchain, et même européen maintenant de plus en plus. Et moi, je touche et j'ai une crédibilité auprès des institutions publiques, mais aussi des grandes entreprises, des grands corporates. Et arriver à ramener ces deux mondes ensemble, c'est un fameux défi, mais qui est, je pense, l'opportunité pour nous, pour l'Europe, c'est si on arrive à faire fonctionner ces deux mondes ensemble. Parce qu'alors on peut utiliser la force et la puissance des grands groupes et de la puissance publique avec l'agilité et l'innovation des entrepreneurs. Et si on arrive à faire ça, je pense que l'Europe pourra avoir une carte à jouer sur la blockchain. C'est bien que tu dis ça, parce que le sentiment général, c'est par rapport à la régulation, que les institutions vont venir embêter les entreprises privées. Pas embêter, mais limiter ou freiner effectivement le développement du privé, alors que toi tu dis, et je crois aussi beaucoup à ça, c'est que le public et le privé doivent travailler ensemble au développement de cet écosystème. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas encore parlé beaucoup de régulation, mais c'est certain qu'on voit ce qui se passe au niveau européen, on va pas spécialement dans le bon sens, il y a beaucoup de méfiance. En même temps, il y a des cadres qui sont mis, et c'est important, parce que sans cadre régulatoire, l'innovation elle peut pas apparaître. Donc il faut aussi mettre des limites au terrain de jeu, c'est logique. Par contre, je pense que le régulateur se trompe aujourd'hui en voulant réguler une technologie et pas les usages de la technologie. Par exemple, vous parlez beaucoup d'NFT dans votre podcast, les NFT, elles peuvent servir à plein de choses. On a fait d'ailleurs un épisode magnifique avec Honest qui explique que le NFT, c'est une solution formidable pour la traçabilité, et que la traçabilité, pour ton information, elle peut impacter les engagements RSE des entreprises, et donc avoir une vraie utilité au-delà de l'utilité impact sur le chiffre d'affaires. RSE, c'est pour l'environnement. Oui, engagements sociaux et environnemental.
Et donc, oui, le NFT, c'est une technologie qui peut permettre pas mal de choses, mais c'est vrai que si on la réduit à un actif numérique, c'est limitant. Voilà, c'est limitant, et du coup, c'est là, je pense, où l'Europe se trompe, mais je pense aussi qu'on doit rester ouvert. Il y a un travail petit à petit, ces régulations qui sont en train de passer sont en train d'éveiller les consciences, sont en train de modifier petit à petit la vision des députés sur la technologie, et voilà, moi je désespère pas qu'on avance petit à petit vers quelque chose de mieux que ce qui nous est proposé. Est-ce que tu sais comment ils travaillent justement ces députés? Est-ce qu'ils ont accès à de l'information? Est-ce qu'ils cherchent? Comment ça se passe? Je pense qu'il y en a, ça va dépendre de chaque député. Moi, j'ai quand même vu des députés dans ces commissions qui étaient vachement bien au courant et qui écoutaient avec beaucoup d'ouverture les choses, et d'autres qui étaient très dogmatiques et qui regardaient les choses plus sous l'aspect. En fait, il y a aussi un problème, c'est que la technologie est très jeune, et donc de vouloir déjà réguler une technologie dont on ne sait pas encore ce qu'elle va amener comme promesse et comme usage, c'est là que c'est difficile. Je pense qu'on ferait mieux, et c'est tout un challenge au niveau régulatoire public, c'est de laisser la technologie faire ses erreurs de débutant aussi, et tester des choses sans vouloir absolument tout cadenasser dès le début. À vouloir cadenasser trop tôt, on empêche l'innovation d'apparaître, je pense. Et justement, moi j'ai écrit une thèse, donc dans mon master j'ai vraiment analysé le réseau des véhicules électriques en Chine, qui est le plus gros réseau au monde, le plus gros marché au monde, qui représente 50% de la vente mondiale, et vraiment cette promotion et cette régulation. Et donc là-bas, la réussite a été qualifiée parce qu'ils ont commencé avec du chaos et qu'ils ont régulé petit à petit en mettant un cadre qui apporte une certaine certitude et sécurité dont on a besoin aujourd'hui. Mais c'est important de le faire dans une énergie positive. Et aujourd'hui, on sent que c'est essentiellement la peur qui règne au sein de la politique européenne, et c'est pas une énergie positive qui va aider à offrir un cadre clair. Oui, je crois que ça c'est le gros message aussi à faire passer aux politiques européens. Après, à leur décharge, ça ne doit pas être facile, parce qu'en fait, ils doivent légiférer avec objectif de protéger le consommateur. Et où mettons le curseur, en sachant que ces mêmes lois ne doivent pas couper l'air sur le pied au développement économique et au développement de l'innovation et donc des startups. Et donc, moi, perso, je ne voudrais pas être à leur place. Et je crois aussi qu'une responsabilité de la part du monde du Web3, et là je peux vraiment en parler, et je crois qu'on est responsable en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on est très peu investi dans tout ce qui est lobbying. Ouais. On est très peu, cette ambiance Web3 très décentralisée, un peu anti-établissement, fait que les gros entrepreneurs, et notamment les Français, se mêlent peu de ça et laissent la place en fait aux lobbies traditionnels qui eux ont un agenda à pousser qui ne va pas dans la même direction. Et donc je crois que là il faut qu'on se réveille aussi. Mais est-ce que ça ne serait pas votre responsabilité à tous les deux, à travers votre association, de justement d'aller chercher des gens, de créer des groupes de prise de parole pour créer du lobby? Et c'est ça, pour répondre à ta question, justement, au début, tu nous avais demandé si on commence à toucher les institutions. Oui. Et en effet, on est en contact avec de plus en plus de lobbies européens qui ont tendance à travailler avec les GAFA, mais donc qui commencent à voir le Web3 comme une opportunité. Et je crois que là, c'est aussi notre responsabilité de faire le pont entre ces entrepreneurs et ces lobbies. Parce que, en fait, quand tu disais, Christophe, il faut faire travailler les politiques et les gens, c'est peut-être un peu votre rôle de créer justement des associations de compétences pour remonter et créer le bridge, en fait le pont, puisque vous disiez que vous faisiez le pont, et de faire le pont avec justement ces gros groupes de lobbying ou ces politiques directement, parce que finalement ce qu'il manque, et on en a parlé, c'est peut-être de réalité de terrain. Oui, tu as raison. Je pense qu'en fait, on a un écosystème, comme je disais, très riche en Europe et en Belgique et à Bruxelles, mais il faut le structurer. Oui. Et je pense que c'est ça aussi notre rôle, c'est le structurer petit à petit en créant des rendez-vous réguliers où les gens se rencontrent. Oui. Mais je pense qu'on va devoir passer une étape d'après aussi, qui est de créer sans doute une sorte d'association, un peu comme la DAN en France, qui, on l'a vu, a été très très puissante et très très utile dans tout le débat sur Mika, etc. Eh bien, je pense qu'on doit, en tout cas en Belgique, à Bruxelles surtout, parce que c'est le cœur de l'Europe, c'est là que sont les institutions, on doit avoir une association similaire qui émerge. Tout à fait. Et peut-être leur expliquer qu'effectivement, le développement des entreprises dans le Web3 en Europe est indispensable pour ne pas qu'on se retrouve de nouveau le parent pauvre du digital sur la répartition du monde, et que
on a un rôle à jouer, on a les compétences, elles sont là, on a les compétences, on a le... En plus, au sein de l'Union européenne, les pays ont des visions vraiment très différentes là-dessus, sur l'écosystème crypto. Il y en a qui sont directement assez favorables, les pays du Nord, je crois. Après, au Sud, ils sont moins favorables. Enfin, c'est quand même très disparate. Oui, ça va être un challenge aussi, tout à fait, d'arriver à avoir une vision européenne sur le sujet. Mais je te rassure, c'est le cas sur tous les sujets. C'est politique. La construction de l'Europe politique, elle est en cours, elle avance, mais on n'y est pas encore. Ouais, mais je disais ce matin justement qu'en France, il y avait déjà une société qui était vraiment une société importante dans le domaine de la crypto, qui avait décidé de migrer en Suisse. Et ils voyaient ça comme un signal fort, aussi fort que sa décision, qui était que oui, il y avait le risque que les entreprises tout l'écosystème crypto file vers la Suisse ou vers le Salvador d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Donc, si ça nous permet de nous réveiller, ce ne sera pas grave. Si c'est le début d'une fuite qui ne s'arrête pas, ce sera très grave pour l'Europe. Alors il y a une actualité cette fois, Raoul, je pense que c'est le moment d'en parler parce qu'il y a aussi un appel à projet. Donc en juin, à Bruxelles, vous organisez 3 jours, 4 jours, je crois, un grand raout, une grande réunion sur l'écosystème, la blockchain, les NFT, la crypto, c'est ça? En effet, donc dans cette énergie-là, on organise la Brussels Blockchain Week du 20 au 25 juin, donc du lundi au samedi qui durera 6 jours. Et ce sera vraiment l'occasion de faire vibrer Bruxelles en tant que capitale de l'Europe aux couleurs de la blockchain. Et donc on aura une variété d'événements, que ce soit des workshops, que ce soit des expos NFT, que ce soit des conférences, des hackathons, pour vraiment animer, rassembler les différents joueurs de l'écosystème. Et donc on a différents types d'acteurs qui viennent et qui organisent, et nous-mêmes on va lancer cette semaine avec une conférence de 2 jours qui se passera à Bruxelles, mais avec un live gratuit, donc qui sera accessible à tout le monde qui est intéressé, et toujours dans cette même optique d'informer, de rassembler et de sensibiliser. Et donc là la cible, donc ça peut être tout à fait des gens qui ne connaissent pas cet écosystème et qui viennent par curiosité pour comprendre. Alors exactement, donc comment est-ce que ça va se passer? On va rassembler tous ces événements avec un agenda, et le but c'est vraiment que chacun y trouve son compte, que ce soit ma mère qui adore l'art et qui peut arriver à un talk sur les NFT dans une galerie qu'elle connaît, ou bien mon petit cousin qui adore coder mais qui ne connaît rien au Web3 qui se retrouve à un hackathon, ou encore des banquiers qui veulent juste se retrouver entre eux autour d'un pot et discuter Web3. Donc il y aura vraiment de tout. Ouais, et je pense que c'est important de se rendre à ce genre d'événement, parce que j'ai fait une conférence l'autre jour sur les métiers qui allaient être impactés par la technologie des NFT justement, et dans la salle les gens étaient stupéfaits en se disant mais on pensait que c'était mais non, on pensait pas. On pensait que c'était juste des œuvres d'art. Et donc, effectivement, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine qui vont être impactés par ces technologies, que l'adoption massive, elle va arriver beaucoup plus vite que prévu, puisqu'on a tous, on le voit d'ailleurs ici, on est 4, il y a 4 ordinateurs, 4 iPhones, 5 iPhones d'ailleurs. Donc, 5 canaux pour que l'information arrive. Donc oui, rendez-vous à ce genre d'événement pour aller chercher de l'info. Et Christophe, justement, par rapport au monde politique, au monde institutionnel, est-ce que cette week, cette grande semaine d'information va pouvoir impacter, j'espère? Est-ce que oui, sûrement. Il y a un accueil positif de ça déjà? Mais en tout cas, on est en train de travailler sur le programme, donc il n'est pas encore finalisé, mais il y aura une partie bien dédiée à la régulation, mais pas uniquement à la régulation. Moi, je pense aussi au cas d'usage par rapport à une ville comme Bruxelles, la capitale de l'Europe. Il faut qu'il y ait des cas d'usage blockchain qui soient mis en place dans les administrations, qu'on utilise des tokens pour faire certaines choses avec les citoyens de la ville et qui travaillent ici dans les institutions. Il faut vraiment qu'on puisse montrer à l'occasion de cette week à quoi peut servir concrètement le monde de la crypto. Oui, et d'impliquer les entreprises, parce que c'est vrai, cette peur du régulateur, cette peur générale de ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, c'est la peur sur la crypto-monnaie, l'échange de crypto-monnaie qui pourrait servir de façon malveillante, mais à aucun moment les gens ne parlent de use case, de cas d'entreprise, de concrètement comment le monde, au-delà du monde financier, le monde de l'entreprise, le monde du travail pourrait bénéficier de ça. Et puis
créations d'emplois. Mais oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est difficile. Au début des années 90, tu essayais d'expliquer à quelqu'un à quoi allait servir Internet. Ah oui, tu vas pouvoir écrire sur un écran. Ok, mais bon, j'ai un bouquin. C'est quand même plus agréable que de regarder un écran. Personne ne voyait. Enfin, peu de gens arrivaient à concevoir en fait tous les usages qu'allait amener cette technologie. On est exactement dans le même cas. Même moi, honnêtement, j'ai pas du tout. Il faut être très humble par rapport à ça. On ne sait pas du tout ce que cette technologie va nous amener dans les années à venir. La seule chose, c'est que face à ça, ou bien on a peur et on se replie sur soi, ou bien on se dit il y a des opportunités et on essaye de laisser place à ces opportunités. Oui, mais il y a quand même des signaux forts qui nous montrent le potentiel de ça. On a enregistré ces Just Mining qui nous expliquaient qu'il y a 3 ans, ils étaient 2 dans une cave et qu'aujourd'hui, ils sont dans un gros bâtiment, dans un zoning industriel, ils sont 30 et qu'ils ont en objectif d'être à 100 dans 2 ans. Quand on voit le développement de Ledger, le nombre de personnes, je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui travaillent chez eux, quand on voit le nombre d'emplois créés en France, je crois qu'il y a 1200 emplois qui ont été créés et 1000 emplois qui sont en cours d'engagement. Voilà, je ne connais pas le pourcentage de chômage en Belgique, mais il y a moyen de créer des emplois. Il y a déjà une économie réelle qui concerne des centaines de millions d'euros de résultats, de chiffre d'affaires générés par cet écosystème. C'est quand même, et les prévisions sont exceptionnelles. Oui, et vous avez raison que c'est une des manières dont on peut parler exactement, qu'on peut parler de ce secteur de manière positive, c'est en montrant déjà l'activité concrète que ça amène sur notre sol. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un sol fertile et pour que ces entreprises, comme tu le disais Claudia, ne filent pas vers la Suisse ou vers d'autres paradis. Et il y avait, pardon, tu parlais d'investissement, tu disais tous les citoyens doivent pouvoir investir en bourse aussi, mais pas seulement. Et donc j'ai lu récemment, je crois que ça concerne la France, qu'il y avait aujourd'hui plus de Français qui détenaient de la crypto-monnaie que de Français actions. Qui détenaient des actions. Et ça m'a vraiment surpris. Moi je pense que j'ai eu quelques actions un peu, mais j'imaginais que tout le monde avait plus ou moins une action. Mais en fait non, pas du tout. Ça reste encore totalement loin des gens, ça, les actions. Alors que j'imaginais que c'était quand même plus facilement accessible. Surtout que dans le journal, partout, depuis 30 ans, on a les cours de bourse, donc on est informé quand même sur la bourse. Mais non, en fait, il y a plus de gens qui ont de la crypto-monnaie. Et déjà, oui, il y a plus de gens, mais ça reste très peu. Ça reste encore peu. Il y a 8%, on est aux alentours de 8%, 7% qui ont des actions et 8% qui ont des cryptos. Ça fait, quand je parlais d'accessibilité du monde financier, ça fait jamais que une personne sur 10 qui se donne accès à ce monde-là. Mais voilà, c'est un chiffre vraiment intéressant et ce serait intéressant d'ailleurs de développer ces chiffres au niveau européen pour avoir plus de data pour pouvoir prouver justement la taille de ce monde qui est en train de naître. On manque encore un peu de data. Oui, il faut des chiffres. C'est vrai, souvent les gens nous disent écoutez, ce que vous nous dites c'est bien, mais quels sont les chiffres? Quelle est la réalité en fait de des chiffres et des exemples concrets. Parce que je vois par exemple l'impact du podcast sur Honest. J'ai été contactée par une dame que je ne connais pas, qui est responsable RSE dans un grand groupe à Paris, et qui m'a dit, en fait, j'étais réfractaire blockchain, juste comme ça, par principe, elle connaissait pas. Et j'ai écouté les podcasts, et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais impacter mes KPIs grâce à ça. Et donc, je vais chercher à comprendre. Et en fait, donc, elle est partie. Donc, le point de départ de la réflexion, et donc de peut-être du changement et d'adaptation, c'est j'ai entendu, on m'a parlé, donc en l'occurrence nous, d'un exemple concret. Et donc les gens ont besoin de ça, parce que sinon ils ne peuvent pas s'identifier, ils ne peuvent pas se projeter. Et donc là, tes engagements, ils sont aussi dans l'environnement. Il y a des tas de cas d'usage sociétaux et environnementaux dans lesquels le token, la blockchain, les cryptos sont favorables et positives et constructives. Et même dans la santé, nous, on est en train de développer un projet depuis 2 ans maintenant, un projet qui développait déjà avant, mais qui utilise les tokens, et sans les tokens, il n'est pas possible. Et donc, on voit vraiment que les cas d'usage sont multiples en effet, mais aussi, je crois que l'adoption va se passer comme avec l'Internet, c'est-à-dire que les gens ne se rendent... Oui, l'Internet est un bon exemple, les gens ne se rendaient pas toujours compte qu'ils l'utilisaient. Et je crois que demain, on aura des NFT, on aura un wallet, mais il sera tellement bien créé, que ce soit à travers Ariani ou Honest ou d'autres, que les gens n'auront pas besoin de savoir que c'est un NFT. Oui, tout à fait. Et puis, oui, c'est vraiment ça, c'est la technologie, elle rentre dans notre vie, pas du jour au lendemain, elle rentre petit à petit, et on s'habitue, et on ne se rend pas compte, et puis dans 2 ans, les gens se diront, mais tiens, au fond, c'est vrai, vous m'aviez parlé de ça, ah ben on y est.
Et donc, d'où l'intérêt et d'où l'importance d'essayer de comprendre, de s'intéresser, de participer à des événements, d'écouter nos podcasts. Et moi, j'adore le pouvoir sociétal, le pouvoir humain qu'on peut récupérer avec le Web3, ne serait-ce que la crypto. Alors, on parlait de la bourse. Il y a encore des gens qui imaginent qu'il faut acheter, si on veut acheter du Bitcoin, il faut en acheter un, et un Bitcoin, ça coûte 45 000 $, alors qu'en fait, on peut investir 5 € dans de la crypto-monnaie. Contrairement à une action où une action n'est pas fractionnable, il faut au moins acheter une action, et si on va acheter une action Google, ça coûte 2 000 $, alors qu'on peut investir 10 €, 50 € en crypto. Et ça aussi, c'est un message très fort à faire passer, en disant, vous pouvez tous investir pour 50 € en fait. Et puis que ce soit les frais, bon on le sait tous, mais les frais, il faut le rappeler, ils sont minimes par rapport à ce qu'on voit. Moi j'ai commencé à investir dans la crypto et puis j'ai investi dans la bourse et j'étais choqué de voir à quel point c'est lent, à quel point on m'arnaque sur les frais et aussi à quel point la différence entre le prix de vente et prix d'achat est grande. Et donc ça je crois que c'est un grand avantage aussi du Web3. Et puis la démarche d'une action, moi aussi quand j'ai acheté ma première action, il fallait appeler mon banquier qui m'a dit confirmez-moi que vous voulez acheter une action et laquelle vous voulez acheter. Et parfois qui te dit mais non, n'achetez pas celle-là. Et parfois il te dit non, ça on vous conseille pas, etc. Mais de quoi se mêle-t-il en fait? Mais c'est très intéressant. Mais on peut aussi parler des tokens fractionnables qui permettent quand même d'acheter des œuvres d'art, des diamants, de l'immobilier, et donc qui donnent accès à des gens qui ont, justement, on revient sur ce que tu parlais au départ, qui ont moins de pouvoir financier, mais qui peuvent quand même participer à cette économie, ce qu'ils ne peuvent pas forcément faire dans l'économie traditionnelle, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas acheter une fraction d'action, ils sont obligés d'acheter une action entière. Et donc on voit aujourd'hui tous ces jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'immobilier, qui se dirigent vers cet immobilier fractionnable grâce au token. Et ça, c'est quand même aussi une révolution. Et là, je peux parler de ma génération. Quel âge? J'ai 27 ans, du coup, j'habite avec 3 colocataires. On est entre 27 et 31. Et clairement, on se voit d'une manière ou d'une autre acheter dans le futur à plusieurs. Et c'est là qu'on se rend compte que maîtriser cette technologie et pouvoir aussi l'apporter en Belgique, ça va nous apporter énormément d'avantages. De par déjà le prix, mais aussi la transparence, le fait d'être clair entre nous. Et en tout cas, une génération comme la mienne, ça nous intéresse à long terme aussi. J'aimerais avoir le sentiment de l'homme politique que tu es, Christophe, sur la spéculation. Parce que moi, je connais bien les NFT et l'art, mais il y a où il y a beaucoup de spéculation. Alors, est-ce que c'est bien ou pas dans la crypto-monnaie? Il y a de la spéculation, c'est très volatile, il y en aura tout le temps. Est-ce que le député que tu es a une vision claire là-dessus? Est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu dis c'est nécessaire? Est-ce que tu dis ça va aller mieux? Enfin, comment tu parles de ça en fait? Mais bon, la spéculation, ce n'est jamais que ce qu'on fait tous les jours, en fait pariant sur une valeur future. Mais une valeur, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose. Est-ce que ça va avoir de la valeur pour notre société demain? Et donc, quand on parle de spéculation, en fait, c'est ça, c'est cet acte de dire, je mets mon argent là-dedans parce que je pense que ça va prendre de la valeur et que demain, plus de personnes le voudront parce que ce sera utile à plus de personnes. Donc, dans ce sens-là, je pense que la spéculation, c'est pas quelque chose de spécialement mauvais. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est quand des personnes très informées commencent à spéculer et à du coup spéculer sur le dos de petits investisseurs qui ne comprennent pas les enjeux. Et à influer le marché. Voilà, manipuler le marché. Voilà, et manipuler le marché. Et là, la réponse à ça, c'est l'information. Il faut arrêter de taper sur les gros qui, soi-disant, seraient des grands méchants. Non, il faut nous-mêmes faire l'effort de se renseigner, de savoir ce qu'on fait, de savoir là où on met son argent, dans quel produit, et parce que on croit qu'il y a un vrai projet derrière et que c'est pas juste une hype et que c'est pas juste de la com et du marketing. Et ça, c'est un travail qu'il faut tous apprendre à faire. Et c'est pour ça que je parlais en début d'entretien d'éducation financière. Il faut dès l'école apprendre ces mécanismes-là pour pouvoir être mieux armé sur le. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand moi j'ai annoncé mon salaire en Bitcoin, j'ai été fort décrié notamment par certains en disant oui, mais c'est de la spéculation. Déjà, il faut se poser la question, c'est quoi la spéculation? On vient de le faire, mais aussi... Oui, parce que tu peux perdre aussi. Hein. Tout à fait, ah oui, tu peux perdre, c'est sûr. Je ne te le souhaite pas, mais tu pourrais perdre. C'est le risque que je prends. Oui. Mais je pense que la spéculation sur la crypto, elle va continuer, comme il y a la spéculation sur l'euro, le dollar et sur tous les actifs financiers. Moi, je retiens ce que tu dis juste sur l'école. Alors là, je trouve qu'il y a un tabou, mais monumental à faire tomber, qui est l'éducation financière à l'école. C'est-à-dire, moi aussi, je pense effectivement ça sur les NFT. Je dis aux gens, mais vous savez, la spéculation, si vous n'essayez pas de comprendre, elle va se faire sur votre
votre dos. Parce que de toute façon, il y aura toujours des échanges. De toute façon, les humains voudront toujours spéculer. Voilà. Apprenez-le, quoi, pour justement contrer ça. Et alors, je pense aussi qu'avec la taille du marché, petit à petit, les écarts dans la spéculation vont s'amenuiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des grands whales qui peuvent influencer le cours. Plus il y aura d'argent dans les cryptos, dans les NFT, enfin partout, plus le marché va se stabiliser petit à petit. Rappelons que les whales, c'est les baleines qui détiennent des millions de dollars de crypto. Je crois qu'il y a aussi un facteur qu'on oublie et qu'on oublie beaucoup trop, c'est que dans la bourse, c'est que quand la boîte devient publique qu'on a accès, nous, en tant que consommateurs, à son action. Dans les cryptos, on a accès au tout début, et donc déjà là il y a une démocratisation énorme qui se passe, qui a pour impact aussi la volatilité, parce qu'il y a un manque de liquidité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les prix fluctuent beaucoup, c'est normal parce que le projet est jeune, mais déjà là il y a un avantage énorme, et donc ça implique aussi la nécessité des gens de s'informer et d'être au courant de tout ça. Tout à fait, et de savoir sur quel canal aller chercher l'information. Et moi je pense qu'il y a aussi un gros travail par rapport aux femmes, le rapport à l'argent. Il y a un rapport qui disait qu'en fait, je crois qu'il y a 4% de femmes en France qui ont de la crypto, ce qui est vraiment pas grand-chose. En revanche, quand elles investissent plus facilement que les hommes. Ça, c'est Marc Toledo de chez Bit4You qui nous disait dans l'analyse de ces datas. Mais donc, il y a aussi un gros travail dès le départ à l'école à expliquer la valeur des choses, justement, inflation, déflation et spéculation, parce que la spéculation, elle n'est pas que mauvaise. Comment donc toi, tu penses qu'à Bruxelles, donc tu informes là-dessus les écoles, tu penses que ça pourrait tomber ce tabou de l'information à l'école? En tout cas, ça fait partie des champs politiques que je suis en train d'investir maintenant, d'essayer de convaincre mes collègues députés d'inclure ce genre de choses dès le plus jeune âge. Oui, tout à fait. Et comment ils ressentent ça? Comment ils perçoivent ça? Alors, en effet, c'est très délicat parce que certains ont cette vision très négative des marchés financiers, hein. Et donc plutôt ils veulent préserver les enfants le plus longtemps possible de ce grand méchant monde capitaliste, ce qui est une erreur fondamentale. Oui, et ça touche à la valeur des choses, et ça touche à... J'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, non, mais tu parles de capitalisme, et là on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que moi aussi je m'intéresse de près à ce qu'est le capitalisme, et on le voit comme un grand méchant loup, effectivement, alors que dans le Web3, avec la crypto-monnaie, il est question que le peuple, voilà, parlons politique, le peuple reprenne le pouvoir sur son argent et sur son destin, finalement. Et c'est ça que je pense qui est le message énorme à faire passer, c'est ça. Et si on le fait passer, alors on aura gagné. Parce que le peuple va dire, nous on veut notre crypto, c'est-à-dire on veut notre argent et on veut le posséder nous, et pas le mettre dans une banque, en fait. Et c'est ça, cette magnifique mission, et le peuple, et on a vu dans le gaming, les gamers qui voyaient les NFT comme dangereux, je crois qu'ils se rendent pas assez compte, et c'est là qu'on a la responsabilité en tant que monde du Web3 d'éduquer et de sensibiliser, mais il faut que les gens se rendent compte que c'est une opportunité inouïe pour eux, et au plus tôt ils la saisissent, au plus ils ont de chances de la maîtriser et d'en gagner beaucoup d'avantages. Et donc je crois que c'est aussi la responsabilité de nous, de notre côté, de créer ces portes d'entrée les plus simples possibles pour que n'importe qui puisse rentrer dans ce monde et utiliser ses avantages. Ouais. Et au sujet de Noya Capital, c'est confidentiel? Tu peux nous dire si vous avez fait des investissements dans des boîtes connues dans le secteur ou... En effet, on a fait des investissements dans des belles boîtes d'NFT, notamment il y a Honest et il y a Ariani que vous avez interviewé. On a fait des investissements dans aussi des boîtes de réseaux sociaux. Web3, donc qui rendent vraiment la donnée aux utilisateurs, qui permettent aux utilisateurs de monétiser aussi le trafic qu'ils créent. On a investi dans un métavers aussi qui s'appelle Digital Village, dont on est très fier et qui a aussi un but d'éduquer et de rassembler les Gen Z. Et puis on a investi aussi dans des boîtes de mining, donc on fait vraiment de tout. Mais c'est clair qu'on est en contact avec tout cet écosystème et tous les use cases qu'il y a aujourd'hui. Oui, c'est génial parce que c'est un vivier de contacts et d'informations pour votre association et d'infos
qui peuvent servir à Christophe pour sa réflexion et ses prises de décision. Donc tout est lié. Sur finalement. le réseau social décentralisé, ça, je trouve ça très très puissant. C'est-à-dire qu'il serait question, contrairement à Facebook, Twitter, etc., il serait question qu'on puisse poster nous-mêmes donc sur un nouveau réseau social. D'abord être monétisable, c'est-à-dire recevoir un like, c'est bien, mais recevoir quelques centimes, c'est mieux sur chaque like, par exemple. Et puis décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dirigeant principal qui va dire ça j'aime pas, telle vidéo j'aime pas, telle image, l'origine du monde de Courbet qui est systématiquement censurée sur Facebook, on pourrait la diffuser. Exactement, la censure on l'aurait plus, et puis il y aura aussi plus tellement les algorithmes, ou du moins je l'espère, qui vous envoient exactement ce que vous aimez pour vous polariser. Parce qu'on voit beaucoup chez Facebook et Instagram, et donc non, ça va ouvrir des portes inouïes. Maintenant, le gros challenge, c'est de créer ces communautés. Et donc quel réseau social va réussir à créer une communauté assez grande que pour survivre et grandir? Magnifique. Il y a des initiatives là de plateformes NFT, des marketplaces qui sont en train de migrer vers des plateformes NFT mais réseau social. C'est-à-dire que l'on puisse liker des NFT, qu'on puisse commenter des NFT, interagir avec l'auteur, etc. Ça, je pense que c'est une direction... Exactement, c'est une direction qu'on voit beaucoup, donc des plateformes NFT qui commencent à devenir multi-usages, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un compte avec vos amis et faire une curation, vous montrer un peu tout votre portefeuille, donc tout votre art, mais aussi, en effet, avoir votre identité, rassembler des gens, que les gens vous copient et que vous soyez monétisé, enfin vous soyez récompensé pour ça. Ça, c'est un aspect, et puis un deuxième aspect qu'on voit beaucoup, c'est la sécurité. Donc c'est la sécurité, et tout ce qui est la vie privée. Et donc c'est très intéressant parce qu'on dit beaucoup que la blockchain est transparente. En effet, elle est transparente et visible à tout le monde, mais il y a aussi des solutions qui arrivent qui donnent une blockchain décentralisée et publique, donc pas une blockchain qui est cachée de tout le monde, enfin pas une blockchain qui n'est pas accessible à tout le monde, donc une blockchain accessible à tout le monde, mais qui quand même protège vos données. Okay. Est-ce que Christophe, tu as dans ton wallet quelques NFT artistiques ou pour l'instant t'as pas le temps de regarder ça? Si, j'en ai, c'est d'ailleurs avec Raoul que j'ai fait mes premiers achats. J'ai un Subduck. Je sais pas si vous voyez. Non, je connais pas. Ça, c'est un collectible, 10 000 pièces, j'imagine. Exactement. Ouais, je pense, je sais pas exactement. Je suis pas un technicien. Moi, j'achète pour comprendre les grands principes, mais. Et tu as longtemps hésité à acheter un Mutant Ape, qui aurait été un très très bel investissement. Qui aurait été un bel investissement et que finalement, j'ai pas fait. Je le trouvais pas très à mon goût. Et donc voilà. Ouais, mais donc tu regardes quand même, tu circules sur les marketplaces, tu regardes. Exact. Un peu, je vous dis, moi je pense que mon rôle, je suis pas un entrepreneur tech, donc moi mon rôle c'est de comprendre les grandes tendances, de voir où ça va, de comprendre les principes sous-jacents et de défendre des bons principes. Et je vois que ici, c'est sûr que tout ce monde-là va dans le bon sens et aujourd'hui on doit lui laisser sa place. C'est pour ça que je me bats. Oui, et ton rôle aussi, c'est peut-être de comprendre ce qui se passe, de comprendre cette technologie pour anticiper l'évolution des comportements liés à ça, et donc de pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport aux besoins et aux comportements des consommateurs et des entreprises. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Pas de brider inutilement et de mettre tout à fait. Et puis de simplifier. La manière dont tu le communiques, c'est très simple et accessible, et je crois que c'est ça qui est essentiel pour un homme politique. Oui, parce que finalement, toi, ta cible, c'est d'abord... Oui, ton écosystème politique, mais c'est surtout le consommateur sur le terrain, donc monsieur et madame tout le monde, le bon père de famille. Et le bon père de famille, il a besoin d'être rassuré. Alors d'abord, tes électeurs, d'abord. Comment on dit d'ailleurs un homme politique à des citoyens et face à des électeurs, comment tu définis les... Ouais, moi je parle de citoyens. Ouais. Moi je parle de citoyens. Oui, puis il n'est pas entendu que par ses électeurs. Tu n'écoutes pas que celui pour lequel tu veux, tu les écoutes tous. Voilà, donc, moi, je dirais que c'est monsieur et madame tout le monde. Et Dieu sait qu'ils ont besoin d'avoir un discours vulgarisé, d'être rassurés et qu'on prémâche un peu le travail. Oui, le sens de mon salaire en Bitcoin, c'est de mettre ma crédibilité au service en fait, de cette technologie, en disant si je le fais, c'est que j'y crois, et donc ça permet aux gens de s'identifier et de se dire il faut que derrière ça soit pas complètement farfelu, sinon ils le feraient pas. Bien sûr. Et tu as fondé un parti politique, tu m'as dit au début. Donc j'ai contribué là à la création d'un nouveau mouvement politique, en effet, qui s'appelle Les Engagés. Les Engagés. Mais les Engagés par rapport à justement ces nouvelles technologies, ou les Engagés en général Non, c'est Les Engagés, c'est un nom un peu générique, des affaires en général. Mais j'ai obtenu, et je pense qu'on doit être le premier mouvement politique à ce qu'on parle de blockchain dans le
le manifeste qui est vraiment le cœur programmatique du mouvement. Donc pour montrer que en effet et que ce soit écrit noir sur blanc et que maintenant tout le mouvement doit aussi suivre la danse. Ouais, magnifique. Bon, il faut nous tenir informés donc sur tu achètes du Bitcoin donc tous les mois et tu communiques là-dessus en disant ce Bitcoin je les stocke et puis prochainement j'en ferai quelque chose. Ouais, j'ai pas encore mais je vais petit à petit communiquer dessus. Oui. D'abord il y a eu la vague de l'annonce qui a dû être gérée et maintenant petit à petit je vais commencer à aussi avoir un discours plus éducatif quoi sur comment est-ce que je m'en sors Ouais, d'autant que tu disais un truc intéressant, tu te préoccupes des notions d'environnement depuis bien avant, depuis très longtemps, et la critique éternelle et systématique c'est oui le Bitcoin ça dégage du CO2, effectivement, alors c'est un vrai sujet mais il y a déjà beaucoup de réponses. Est-ce que là-dessus tu as aussi tu as des réponses techniques à donner en disant oui non le Bitcoin a déjà fait beaucoup d'efforts je crois en termes énergétiques? Mais je pense que sur la question énergétique il y a une réponse en 3 temps, mais d'abord c'est tant qu'on ne voit pas l'usage on ne peut pas comprendre l'utilité ou non de dépenser de l'énergie pour cet usage. Et l'usage, c'est par exemple pour les cryptos, c'est un monde financier alternatif. Donc alors je vous invite à aller regarder que consomme énergétiquement le monde financier traditionnel avec ses bâtiments, ses serveurs, ses allers-retours au bureau tous les jours, de ses employés, etc. Donc c'est tout ça donc déjà on peut pas dire juste ça consomme de l'énergie, mais ça consomme de l'énergie. Il faut comparer les pommes et les pommes. Voilà, et on doit comparer des pommes et des pommes et pas des pommes et des poires. Ça c'est 1, 2. Toute technologie, en effet, le numérique consomme de l'énergie, c'est un défi du numérique, mais on ne va pas supprimer le numérique de nos vies, on va devoir mieux l'utiliser. Et donc, c'est un défi pour tout le numérique dans ce monde, c'est comment est-ce qu'on atteint une certaine sobriété énergétique dans le numérique. Et par exemple, pour Bruxelles, ici, moi je suis en train de déposer au Parlement un grand plan de sobriété numérique. Ça n'empêche pas, on doit faire l'un et l'autre. Et puis, la troisième chose, c'est que c'est assez mal connaître. Donc déjà, il y a un tas de choses qui est fait dans l'industrie. Quand on parle uniquement, par exemple, de Bitcoin, le Lightning Network est une manière aujourd'hui de rassembler les transactions hors de la chaîne pour pas devoir dépenser l'énergie à chaque transaction. Il y a des cryptos qui passent sur le Proof of Stake, qui ne dépensent pas d'énergie. Mais même encore, les cryptos qui sont sur le Proof of Work, on voit aujourd'hui que le business model de ce Proof of Work fait en sorte que les mineurs doivent aller chercher l'énergie là où elle est la moins chère. Et où est-ce qu'elle est la moins chère? C'est là où il y a des surplus d'énergie renouvelable. Et donc en fait on pousse en fait la logique et la dynamique même du proof of work pousse tous les mineurs à aller se mettre là où il y a de l'énergie renouvelable en surplus qui sinon est jetée, elle n'est pas utilisée et non utilisée. Et puis même au niveau individuel, puisqu'il y a 2 types de mineurs, donc il y a les mineurs professionnels qui ont des infrastructures beaucoup plus grosses, mais il y a aussi les mineurs individuels. Et là également, on voit des solutions arriver qui sont assez incroyables, notamment des radiateurs électriques qui ont une perte de 1% d'énergie dans ce radiateur, mais en même temps ils minent du Bitcoin. Donc il y a ce qu'on appelle un S19 ou un S7 ou un S9, donc c'est une machine qui mine du Bitcoin, qui est pluguée dans ce radiateur, mais qui ne consomme presque pas d'énergie en net. Oui, et puis il y a l'inverse aussi, il y a la récupération de la chaleur qui est dégagée par les machines des mineurs. Tout à fait. Il y a eu un projet pour chauffer un hôpital, je pense. Oui. Mais oui, et donc en fait, on est en train de voir que finalement, les cryptos ou le proof of work pourra être en fait un élément accélérateur de la transition énergétique, parce que là où il y a des surplus d'énergie renouvelable, c'est souvent dans des pays en voie de développement qui ont besoin d'argent pour développer le réseau électrique, et le fait d'avoir ces mineurs qui viennent acheter cette énergie en surplus, ça leur permet de développer le réseau électrique. Et donc je pense que c'est un sujet. Donc moi je ne suis pas à dire ce n'est pas un sujet. Si l'impact climatique de la crypto c'est un sujet, mais on doit le voir de manière globale, holistique. Et petit à petit et par exemple on pourrait légiférer et dire pas de proof of work qui ne soit pas fait sur de l'énergie renouvelable par exemple. Ce serait une manière de l'énergie perdue. Et il faut voir comment le libeller exactement, mais ce serait une manière de légiférer de manière intelligente au lieu d'essayer de bannir et d'interdire le proof of work comme l'Europe a tenté de le faire il y a quelques semaines.
magnifique. Ouais. En tout cas, je suis ravi de cette discussion. On est parti un peu dans tous les sens. Explorer dans tous les sens. C'est ça qui est riche. C'est très lié. J'ai appris des choses grâce à vous deux, Christophe de Beukelard et Raoul Ulens. Merci. On arrive à la fin de cet épisode. Merci pour votre sincérité et d'avoir parlé très franchement aussi, parce que je sais que c'est pas facile. En tant qu'homme politique, on est amené à avoir des réserves. Toi aussi, tu investis, tu es dans un fonds d'investissement, il y a des réserves aussi. Mais on a senti que vous aviez ouvert vos cœurs et vos chakras. Non, mais merci à vous. Franchement, vous faites un super boulot et chacun à son niveau, on doit essayer de vulgariser l'information. Moi, je le fais à la tribune au Parlement, mais c'est super utile et important d'avoir des gens qui le font comme vous, de manière super accessible sur le réseau, avec beaucoup d'enthousiasme et de sourire. Donc c'est très bien. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment je le reprécise, j'en profite pour le repréciser, c'est vraiment d'accompagner les entreprises du Web 2 vers leur transformation vers le Web 3. Et donc ça passe par la compréhension. Et on voit d'ailleurs, on mesure les retours tous les jours sur les réseaux, tous les canaux, de gens d'ailleurs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui sont dans le Web 2 et qui nous font des retours en disant « Mon Dieu, j'ai écouté, est-ce qu'on peut vous voir ? Est-ce que vous êtes consultant ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en privé ?» Parce que grâce à ce canal de l'audio ou le podcast, ils ont à un moment donné compris qu'ils étaient concernés. Et chaque fois qu'on reçoit des messages, on se dit allez, on a gagné. En fait, on a gagné parce que c'est le but, c'est d'amener cette compréhension sans faire paniquer les gens. Ouais. Et en effet, je crois qu'on est aussi à un stade de cet écosystème et dans une philosophie dans les deux sens où on est encore très accessible et on compte le rester. Et nous aussi, que ce soit à travers LinkedIn ou d'autres canaux, on est toujours ravis de rencontrer des gens, de discuter avec eux et de voir comment on peut les aider, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on a une mission commune qu'on a envie d'apporter. Ouais. Et je disais, on est contacté par des gens du Web 2, mais on a été contacté, je te parle de ça parce que tu es chez nous, par un family office qui investit dans des entreprises classiques et qui nous a demandé, on a écouté votre podcast, on a compris le potentiel, on voudrait comprendre un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans notre éducation métaverse pour qu'on puisse envisager des investissements dans le métaverse? Et là, on s'est dit, ça c'est dingue quand même. Et donc oui. Ouais, les projets maintenant se concrétisent, avancent très vite. On est surpris par la vitesse de cette avancée technologique. Merci à vous qui nous écoutez en podcast. On pourrait vous demander un service. Si vous avez aimé ce podcast, cet épisode, alors mettez-nous 5 étoiles. Et un petit avis positif, parce qu'on le rappelle à la fin de chaque podcast, ça compte vraiment. Et moi, je suis en pleine culpabilité, je le dis aussi chaque fois, d'avoir écouté autant de podcasts sans même prendre la peine de mettre des étoiles. Je vous jure, je ne le ferai plus jamais. Je mettrai des étoiles chaque fois. Donc faites ça pour nous. Et on a une newsletter aussi toutes les semaines. Et donc sur le site, il y a un petit bouton. Vous appuyez dessus, vous mettez votre adresse mail. Je vous jure, on vous enverra des infos croustillantes de ce qui se passe avant et après nos enregistrements. Si vous voulez tout savoir, suivez-nous. Et suivez-nous sur les réseaux Twitter, LinkedIn. Et voilà. On espère que vous avez appris plein de choses. On espère que vous écouterez d'autres podcasts. Et on vous souhaite une bonne écoute.